Et on y va pour cette rencontre. François-Xavier Roth, bonjour. Bonjour. Directeur musical, chef d'orchestre, je ne sais pas trop comment dire. Qu'est-ce que vous préférez comme nomination? Non, je suis chef d'orchestre et je suis directeur musical de plusieurs formations, notamment de l'orchestre que j'ai créé, Les Siècles. Alors l'orchestre que vous avez créé, qu'on vient d'entendre, un orchestre qui a une particularité, deux particularités j'ai envie de dire. Vous l'avez dit, vous l'avez souligné, c'est un orchestre complètement indépendant et on y reviendra après si vous le souhaitez. Et en même temps, l'autre particularité, c'est que c'est un orchestre à une formation assez spécifique puisqu'il est formé d'instruments un petit peu originaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est un orchestre dont le projet artistique est de jouer les œuvres sur les instruments de chaque époque. Donc quand on joue la musique de Ravel, on joue les instruments que Ravel a connus. Quand on joue la musique de Mozart ou de Brahms ou de Schumann, les musiciens changent d'instrument en fonction des répertoires qu'ils interprètent. Alors c'est absolument magnifique parce que du coup on replonge à la fois dans la musique mais à la fois dans l'histoire. Dans l'histoire, et puis c'est vraiment essayer d'être au plus près de ce que les compositeurs ont entendu et voulaient entendre au moment où ils ont écrit les œuvres. Et c'est une aventure musicale qui est vraiment singulière et qui est la passion de ma vie. Vous l'avez créé en 2003? Tout à fait. Presque 18 ans, presque majeur. Oui, presque majeur. Ou peut-être. Ah oui, c'est un orchestre qui a une réputation, une notoriété qui aujourd'hui attire ma fierté parce que vraiment c'est un orchestre qui est reconnu pour justement sa singularité et puis le fait que aussi il n'y a pas de hiérarchie dans les programmes, c'est-à-dire que c'est un orchestre qui joue, comme c'était le cas aujourd'hui, aussi bien de la création contemporaine que des œuvres du passé. C'est toutes les musiques du moment qu'elles nous intéressent, musiciens, et qu'on a envie de proposer au public. Alors vous l'avez dit, vous l'avez souligné, c'est un orchestre indépendant. C'est à la fois un choix. Oui, c'est-à-dire, vous savez, en France, il y a, pour la musique, depuis des décennies, je dois dire, depuis peut-être les années 70-80, il y a vraiment une particularité qui est que on a su créer des formations indépendantes. William Christie, les Arts Florissants, l'Orchestre des Champs-Élysées avec Hervé, enfin, une multitude d'orchestres ou d'ensembles dans divers répertoires, la musique contemporaine, la musique médiévale, etc. Et c'est une spécificité française. C'est-à-dire qu'il n'existe absolument pas ce foisonnement d'ensembles indépendants en Allemagne, même aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, ça n'existe pas. Donc en France, on a c'est une fierté musicale et qui, c'est vrai, aujourd'hui, avec cette crise terrible du Covid, eh bien, il y a une sorte d'enjeu qui devient peut-être beaucoup plus immédiat et urgent qu'au passé, de reconnaître ces formations-là. Et c'est aussi là-dedans que je vais mettre toutes mes forces dans les jours et les mois qui viennent. Comment l'orchestre a passé l'année sans concert? Alors, on a réussi à faire quelque chose, quelques projets, des disques, bien sûr des streamings, alors sans public, que ce soit à l'opéra ou au concert, mais il faut dire peut-être la majorité des projets, 60-70% des projets ont été simplement annulés, pas reportés, et c'était très difficile aussi, je dirais, d'un point de vue musical et d'un point de vue humain. Parce que de ne pas pouvoir se retrouver, de ne pas pouvoir livrer, offrir la musique au public, c'est une frustration énorme. Il faut dire que même dans les temps de guerre, on n'a pas connu ça, cette espèce d'empêchement de pouvoir donner à entendre la musique, comme aujourd'hui d'Alban Berg, de Mozart, de n'importe quel compositeur. C'est un geste de paix, la musique. C'est un geste qui est censé rassembler les gens, pour mieux se comprendre. Quand on va dans un concert, on se pose des questions, on vit quelque chose ensemble. Il y a une sorte de communion aussi du public avec les artistes. Et cette espèce de moment de paix, de moment de partage, de moment de mieux se comprendre, a été empêché, tout simplement. Alors, certainement au début pour des très bonnes raisons. Aujourd'hui, ça commence à être un peu long. Et surtout, dans quelle société
voulons-nous vivre? Excusez-moi, dans quelle société voulons-nous vivre? Moi, je veux vivre dans une société qui ne pense pas que cette partie de notre culture, de notre humanité est peut-être au second, troisième, sixième plan. Non, c'est quelque chose qui, encore une fois, même si elle ne touche pas tout le monde, est fondamental pour ce qui fait l'humanité, ce qui fait le vivre ensemble, ce qui fait le mieux se comprendre. Et donc pour moi c'est vraiment fondamental aussi qu'on puisse revenir au concert. Et le côté humain dans tout ça, puisque vous êtes à la fois directeur de cet orchestre, mais aussi vous êtes chef d'orchestre, c'est-à-dire dans la manière d'orchestrer, dans la manière de fédérer, dans la manière de solidariser aussi vos musiciens. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier justement pour donner toujours cette envie d'optimisme? Pendant la crise, vous voulez dire? Oui. Bah, écoutez, on a bricolé des choses. Au début, on a fait comme tout le monde, on a fait des apéros Zoom avec tout l'orchestre. Chacun était à un endroit différent. Non, je crois que c'est vraiment... vous savez, un orchestre, c'est un miroir de la société. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir peur du tout. Il y a de tout. Il y a des gens que ça fragilise énormément. Et donc, il faut être à l'écoute de tous. Et donc ça peut être éventuellement mon rôle de savoir, d'écouter, de prendre le temps d'écouter aussi, et puis quelquefois de trouver des solutions, parce qu'il y a aussi des gens qui étaient dans une situation très très difficile, que ce soit financière, que ce soit moralement, etc. Donc moi j'ai la chance d'avoir de l'énergie, et puis aussi d'avoir eu du travail pendant cette période-là, et donc j'ai essayé aussi de dédier une part de mes forces très importante à ça, à écouter les musiciens et à quelquefois essayer de les aider quand je le pouvais. Mais vous savez, c'est pas seulement nous, ce groupe-là, c'est tout un milieu. Moi qui suis très actif en Angleterre, je suis tellement triste et désolé de voir qu'il y a tant de musiciens extraordinaires, mais des musiciens d'un niveau international qui aujourd'hui vendent des pizzas ou conduisent des camions. J'ai rien contre ces métiers, c'est aussi formidable, mais je veux dire, c'est quand même terrible de se dire qu'à un moment donné de l'histoire de notre humanité, de notre société, que des gens qui aient des talents si exceptionnels se voient empêchés tout simplement, ou alors se voient contraints de changer et d'abandonner la musique. Alors à travers votre direction musicale, vous dirigez Sans Baguette. Pourquoi? J'ai jamais dirigé. Alors si, j'ai dirigé au début avec Baguette, et puis ça ne marchait pas puisqu'elle partait régulièrement, que ce soit dans l'orchestre ou dans le public. En fait, on a l'impression, on a le sentiment que vous essayez de rattraper la musique ou de l'envoyer. Oui. Vous faites quelque chose d'assez très mystique. Oui, je sais pas. En tout cas, c'est très personnel. Il y a des gens avec qui la baguette marche très bien. Moi, ça me dérange et je préfère diriger avec mes mains nues. Vous savez, il y a absolument aucun code, c'est chacun. Mais voilà, on peut diriger avec un crayon, on peut diriger avec un archet, enfin, ou rien du tout. Il y a des chefs qui font énormément de mouvements, d'autres qui en font très peu. La direction n'est pas du tout une science exacte. C'est vraiment comment une personne va arriver à fédérer les énergies, à donner, à entendre, voilà, un groupe, un collectif, une vision, une lecture d'une œuvre. Et vous fédérez justement parce qu'on a l'impression que voilà, vous respirez la musique que vous dirigez. Oui, je ne sais pas, je ne me vois pas et je n'étudie absolument pas la manière dont je bouge, mais en tout cas, j'essaye. Oui, non, mais j'essaye de transmettre à l'orchestre, j'essaye de transmettre à la fois tout ce qu'on a pu. Vous savez, un moment du concert, c'est quelque chose de très fort, de très intense, mais le concert pour nous est la fin d'un process. C'est-à-dire qu'on a fait toutes les répétitions, et les répétitions sont finalement même plus importantes. C'est comme un chef cuisinier. Un chef cuisinier, il va préparer tous ses aliments, ses sauces, il va faire des choses, et au moment du service, tout est prêt, il sait exactement, et il va encore improviser quelque chose, il va encore inventer quelque chose. Un grand chef cuisinier. La musique, c'est la même chose, et le rapport du chef d'orchestre à un orchestre, c'est le même. C'est-à-dire que tout est prêt au mieux, et ensuite, le moment du concert, c'est un moment où on va offrir, où on sait comment les œuvres marchent, et on va essayer d'improviser quelque chose.
comme si la musique avait été écrite hier. Alors là, c'était le cas avec l'œuvre de Pesson, parce qu'elle est toute nouvelle, mais pour les œuvres du passé, ben, c'est la même chose, c'est de retrouver cette fraîcheur, finalement, de la création originelle. Parallèlement à cela, vous rajoutez des instruments identiques à l'histoire de la musique, du coup, quelque part, où vous bouclez la boucle, si j'ose dire, sur le temps de la musique. Oui, vous savez, les musiciens, ça peut être des acteurs comme au théâtre, si vous prenez par exemple Molière, Racine Beckett, tous ces gens-là avaient un rapport à la langue au théâtre qui est différent d'une époque à l'autre. Et en musique, c'est la même chose. Et les instruments sont vraiment des sortes de vecteurs extraordinaires pour la prononciation de la musique. La manière dont la musique est dite n'est pas du tout la même au temps de Bach ou au temps de Brahms. Et à travers ces instruments qu'on utilise, vraiment, c'est essayer de... Et d'ailleurs, le phénomène se fait tout de suite. On se retrouve dans une sorte d'enveloppe sonore. L'orchestre, le phénomène musique a une autre enveloppe, une autre sensation. Et pour moi, c'est quelque chose de fantastique parce que je voyage avec mes musiciens. Parce que les instruments nous projettent dans des temps ou dans des zones géographiques très différentes. Quand on joue comme aujourd'hui les instruments de Vienne de 1900, j'ai l'impression d'être comme Gustav Mahler ou Schoenberg qui étaient là à entendre ces instruments à l'époque. À l'époque, ils ne pensaient pas du tout qu'ils allaient changer. C'était les instruments de musique. Et donc, c'est un grand plaisir de faire ces voyages avec mes musiciens. Pourquoi vous avez choisi de devenir directeur musical ? J'ai toujours voulu être chef d'orchestre parce que je sentais que c'était quelque chose qui allait dans... vous savez, c'est difficile à expliquer. Je jouais de la flûte, je pense que j'étais un bon flûtiste, mais à chaque fois, les gens me disaient « Ah oui, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus, que tu as envie de donner plus. » Et je pense que, voilà, il y avait peut-être cette capacité ou ce don de pouvoir donner une énergie, une lecture, voilà. Et donc, j'ai toujours rêvé de ça, mais vous savez, et je dis souvent ça aux jeunes, parce que j'aime beaucoup rencontrer les jeunes, pas seulement musiciens, d'ailleurs, de toutes conditions et de tout univers différent. Et je leur dis, quand j'avais votre âge, quand j'étais enfant ou adolescent, j'avais ce rêve, mais je pensais que je n'allais jamais y arriver. Et j'ai eu la chance de réaliser mon rêve. Et ça, c'est une chose extraordinaire qu'il faut marteler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à cause de cette pandémie, à cause de cette crise, il y a beaucoup de jeunes enfants, adolescents, jeunes adultes qui vont être, dont les ailes vont être un peu brisées parce qu'ils vont se dire « Ah ben je rêve de faire ça, j'ai cette passion et peut-être qu'il faudrait que j'ai un métier plus sûr à construire des vaccins ou à construire des masques, etc. » Non, je crois que c'est aussi de notre devoir d'avoir une société et d'encourager les jeunes générations à nous inspirer, à nous réinventer, à nous provoquer. Et pour ça, vraiment, il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses utopies. Croire et travailler aussi. Ah ben, bien sûr, énormément, énormément. Le travail, ça on n'arrive jamais à rien, surtout dans la musique. La musique, c'est la pire et l'extraordinaire école de l'exigence, parce qu'il faut, oui, travailler énormément. Quelle émotion vous avez ressentie lorsque vous avez eu la direction alors je ne sais pas quel mot vous préférez, chef d'orchestre, direction musicale, sur la création de Gérard Pesson? C'est une œuvre très originale. Alors moi j'aime beaucoup jouer et diriger, je commande beaucoup d'œuvres nouvelles, j'ai un rapport avec tous les grands compositeurs de notre temps, en France et partout dans le monde, et j'étais absolument ébloui par l'œuvre de Pesson. Et d'ailleurs, vous savez, il n'y a pas de mystère. Quand on fait de la création, il peut se passer des difficultés terribles, on n'arrive pas au début à jouer l'œuvre, etc. Mais on sent qu'il y a quelque chose. Et là, on a lu l'œuvre pour la première répétition et tout l'orchestre déjà était, je sentais, fasciné par cet univers sonore, cette manière qu'il a de dire la musique.
c'est vraiment une œuvre magnifique qui, je pense, va rentrer dans le répertoire parce que c'est vraiment une œuvre d'une qualité très 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 supérieure. Et donc moi j'étais très chanceux. Avec l'inscription de l'accordéoniste, mon soliste, Bien sûr. qui respirait. Vincent Lermé, formidable, que je ne connaissais pas, un soliste qui donne vraiment à cet instrument aussi des ailes. L'accordéon, c'est un instrument d'aujourd'hui, du futur pour les compositeurs. Il y a tellement de possibilités. Et donc, c'était très émouvant, oui, de voir ce jeune soliste, mais totalement engagé, presque militant dans sa manière de dire mon instrument peut évoquer, peut dire ça en musique. Enfin, c'était très, très impressionnant. Mais vraiment, je crois qu'on a assisté à la première d'une très grande œuvre ce soir. Vous avez répété le mot aile, la musique, c'est ce qui vous donne des ailes? Ah oui, 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 oui. Ben, il faut voler. Je crois qu'on a besoin de quitter le sol très souvent, pas physiquement. Moi, je n'aime pas tellement prendre l'avion, mais voler, s'envoler, je crois que c'est très important. Aussi sans se déplacer, hein, oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est très important dans toute l'histoire de l'humanité, de la société, mais particulièrement aujourd'hui. Je crois qu'on a été contraint finalement à vivre avec ce qu'on a appelé l'essentiel, quelquefois des pizzas, des séries sur Netflix, du papier toilette, du déodorant, bon. Et là, je crois que les gens se rendent compte de manière vraiment saisissante que l'homme n'est pas ça. On a besoin d'être transporté par quelque chose qui nous interroge, quelque chose dont on n'a pas forcément la solution immédiate, quelque chose qui nous bouscule, quelque chose qui nous provoque, mais de la culture, de la littérature, de la philosophie, des intellectuels, tout ça, on a besoin de partager, de partager, de partager. Comment vous vous ressourcez autrement que la musique? Je cours. J'aime bien courir, je cours tous les jours, ça me ressource beaucoup. Et puis j'ai la chance d'avoir une très belle maison avec mon épouse à Nîmes, pas si loin d'ici finalement. Et donc ça, c'est aussi un havre de paix. Avec le soleil. Avec le soleil, avec le marché, avec des très bons produits. Avec le patrimoine. Tout à fait. Merci infiniment. Merci à vous. Pour cette belle énergie. Merci beaucoup.